La Josette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour, Léon Dertal, fidèle au poste. Au rendez-vous, bienvenue à la Josette Incognito. Toujours aucune note devant moi, ni de café, donc vous ne m'entendrez pas prendre de gorgée à travers le podcast. Depuis un moment, parce qu'au début, quand je faisais mon podcast, je le réécoutais même pas. Fait que ça se peut qu'il y ait des erreurs qui se sont glissées, ça se peut que ça marchait pas parfois. Peut-être même qu'il y a des podcasts que j'ai postés qu'on m'entend pas, je ne sais pas. Je dirais que les 7-8 premiers épisodes, je les postais puis je les écoutais même pas. Maintenant, je les écoute et je me suis rendu compte que mon épisode où je prends des gorgées de café, c'est très désagréable. Je me trouvais désagréable moi-même, puis c'est moi, tu sais. Ceci dit, voilà, on corrige, hein, pas de café cette semaine. Et c'est parfait comme ça. Café, c'est avant ou après, ou pas de café. Donc, voilà. Cette semaine, pas cette semaine, mais dernièrement, je me suis pas pris de notes, mais j'ai lisé dans ma tête mes notes. Ouh! J'ai entendu des choses à Radio-Canada qui m'ont vraiment... ça a vraiment suscité mon attention. Première chose, j'ai entendu une chronique sur Safia Nolin. Et j'ai entendu une personne dans cette chronique-là dire on ne mérite pas Safia Nolin. J'ai pas vraiment de commentaires à faire là-dessus, sauf que ça prouve quand même une chose, c'est à quel point, premièrement, l'art, le chant, que ce soit la peinture, toute forme d'art, c'est toujours offert à des gens qui vont aimer ou pas aimer. On a le choix d'acheter ou de pas acheter. Mais je trouvais que ce commentaire-là, bien sûr, ne rejoindra pas la majorité des gens qui écoutent Radio-Can ou qui n'écoutent même pas Radio-Can. En fait, c'est ce genre de commentaire-là, à mon avis, qui fait que les gens arrêtent d'écouter les médias traditionnels. Et c'est rien contre Safia Nolin. Honnêtement, je vais vous dire une chose. J'ai déjà parlé de Safia Nolin dans un podcast précédent. Je la ramasse un peu. Je crois vraiment que c'est une fille très talentueuse. Très talentueuse. Même que je trouve que c'est vrai qu'on l'a pas manqué. On l'a pas manqué au Québec. Tu sais, depuis ça date même d'avant la fois que Marie-Pierre Morin l'aurait mordu. Bon, on sait pas à quel niveau, là. Mais ça date, je me rappelle, à un moment donné, elle avait été récupérer un prix, puis elle avait un gilet, c'est-tu un gilet de Jerry Boulet, puis des jeans, puis bon, son habillement, etc. Jusque-là, je trouvais que c'était vraiment une belle artiste. Moi, j'adore les artistes qui font à leur tête. Je suis un petit peu ce gars-là dans la vie, et moi-même étant un gars qui adore, j'aime jouer de la musique, j'aime chanter, etc., un artiste, c'est toujours que... J'ai l'impression que les plus beaux artistes, c'est ceux qui sont un petit peu anticonformistes. Donc, moi, Safia Nolin, je la détestais pas. Même au point où j'ai été écouter ses chansons, j'ai été écouter aussi des duos qu'elle a fait avec... Les Sœurs Boulay? Les Sœurs Boulay. J'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça excellent à cette époque-là. Je trouvais que c'était une belle artiste qui avait beaucoup de talent. Jusqu'à temps que l'événement de la morsure de Marie-Pierre Morin arrive et que là, j'avais senti comme une victimisation venant de la part de Safia Nolin. Je trouve tellement qu'elle aurait pu utiliser cet événement-là d'une autre façon. Je vais vous dire ce que moi j'aurais fait. Parce que on est tous différents. Il y a des avantages et parfois des conséquences à nos gestes, à nos choix. Elle a pris le chemin de la victimisation. Donc, elle a pris cet événement-là
et elle a pleurniché dans tous les médias possibles, dans tous les podcasts possibles. Personnellement, moi, ce que j'aurais fait, si j'avais été à la place de cette femme-là et que j'aurais été victime, on va dire victime, disons-le comme ça, de la morsure de Marie-Pierre Morin, on m'aurait reçu dans les médias par après, mon discours aurait été, écoutez, moi, je lui pardonne. Je pardonne à Marie-Pierre Morin. Je crois que les médias, autant ont exagéré pour moi, parce que Safia Nolin a été bâchée dans beaucoup de médias, on va le dire, là. Il n'y a pas que Radio-Canada dans la vie qui flatte les gens qui se victimisent dans le sens du poil, comme on dit. C'est très, très, très Radio-Canada, là, ça, là. Prendre les gens qui se victimisent et faire « Oh, ma pauvre, on t'aime. » Bon. Moi, je crois que si Safia Nolin avait pris le chemin de dire « je lui pardonne », je crois pas que c'est une mauvaise personne. Elle a fait une erreur, elle était sur des substances, quoi que ce soit. Tout le monde fait des erreurs, je lui pardonne complètement. Et si elle accepte de me rencontrer, je vais juste la prendre dans mes bras et je vais lui dire que c'est pas grave, on passe à autre chose. Au lieu de faire ça, elle s'est placée, comme je disais, dans la victimisation. Et moi, personnellement, qui est un gars qui avait, et je vous le dis, puis je suis très honnête, qui avait été écouter sa musique, qui avait été constater son talent. C'est vrai que ses chansons sont très down, certains vont dire qu'elle peut être déprimante, mais étant un musicien moi-même, moi je suis beaucoup pour le fait d'être un artiste libre. Donc, moi j'ai jamais critiqué ça. C'est peut-être pas pour tous, on a le droit d'acheter ou pas acheter, mais c'est une fille qui avait elle avait beaucoup plus de succès avant cet événement-là qu'après. Et si elle avait voulu, elle aurait pu exploser les ventes de tickets si elle avait juste pris une attitude différente, une attitude de pardon, une attitude positive par rapport à ça, une attitude lumineuse. Au lieu de ça, elle a été du côté obscur, je trouve. Et récemment, je l'ai entendu se plaindre qu'elle vendait beaucoup moins de tickets qu'avant, de billets. Et elle rejette la faute sur les médias, elle rejette la faute sur les gens qui l'insultent sur les réseaux sociaux, elle rejette la faute sur Marie-Pierre Morin. Et je pense que c'est son erreur. Donc, personnellement, moi, pour aimer un artiste, il faut que je m'attache à cet artiste-là. Et moi, j'ai arrêté de l'écouter là. Ça m'intéressait plus. Pour aimer un artiste, personnellement, il faut que j'ai un attachement à cette personne-là avant d'aimer son art. Peu importe quel art ça puisse être. Donc, c'était mon commentaire sur ça. Deuxième chose, je crois que c'est dans la même semaine, tout ça, que j'ai entendu ça. Deuxième chronique radio-canadienne de Radio-Canada que j'entends, c'est on critique le nouvel album de Marie-Mé. Oui, c'est ça, de Marie-Mé. Et je sentais, il y avait genre 4 personnes qui parlaient ensemble de son nouvel album. Et parfois, avec ces chroniqueurs-là, faut lire entre les lignes. Hein? On dirait que si on les écoute au premier degré, on va se dire « Ah, OK, ils ont tous aimé le nouvel album de Marie-Mé. » Mais plus j'écoutais la chronique, plus je me rendais compte que je me demande s'ils l'aiment vraiment, dans le fond, l'album, ou s'ils n'ont juste pas le choix. Quand des chroniqueurs, des journalistes, ou peu importe, appliquent pour travailler dans ce genre de médias-là, je me pose toujours la question, est-ce qu'ils signent un contrat comme quoi ils doivent être de gauche, pour ne pas dire souvent d'extrême gauche, et ce, même dans des chroniques artistiques, musicales, peu importe. Est-ce qu'ils ont le choix de dire « Oui, j'aime ça. Non, j'ai vraiment pas aimé ça. C'est son pire album en carrière, etc. » De toute façon, Marie-Mé est pas mal prise, là. C'est pas comme si elle avait... Je sais pas, je suis pas dans sa... Moi, Marie-Mé, j'ai absolument rien contre elle. Mais tu sentais dans les commentaires qu'il y avait de la misère à dire que l'album est moyen, mais moi je l'ai entendu entre les lignes. Faut vraiment
être capable d'entendre le deuxième degré dans ce que ces gens-là disaient. Et personnellement, moi, c'est ce qui m'éloigne de ce média-là. L'espèce d'establishment. Et ben, on est, moi en ce moment, je suis le 29, on est le 29 et octobre. Et les élections américaines, je peux pas m'empêcher de faire un lien. Quand vous allez écouter ce podcast-là, peut-être que ça va être passé, peut-être pas. Bon, ça dépend à quel moment vous l'écoutez, mais c'est le 5 novembre, si je me trompe pas. Est-ce que c'est bien ça? Je suis pas certain, je pense que oui. Je pense que en ce moment, on est dans un tournant depuis la pandémie qui fait en sorte que j'ai l'impression que jadis, si un média traditionnel parlait contre un politicien, ça le désavantageait. Ça nuisait à sa campagne, ça nuisait à son élection. Bon, les électeurs étaient comme « Oh, tel média, tel chroniqueur a dit telle chose. » On parle de professionnels ici qui ont de l'expérience dans le domaine. J'ai l'impression que ça a changé de bord. Et pourquoi je fais un lien avec Trump? C'est parce que, et c'est pareil au Canada, c'est pareil au Québec, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand un média qui est, c'est sûr que c'est de 99, peut-être pas 99, mais un gros pourcentage des médias en Amérique sont de gauche. Mais là, c'est que la gauche a changé parce que jadis, la gauche, c'était l'anti-establishment et c'est rendu à droite, l'anti-establishment. On s'entend que l'anti-establishment, c'est... je traduirais comme dire c'est contre la machine. Disons-le comme ça, peut-être. C'est dur à traduire. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que, dans le fond, les médias, si ils parlent contre Trump, et c'est la grande majorité des médias qui font ça, on va sortir toutes ces bourdes, tout ce qu'il a dit de raciste, tout ce qu'il a dit contre... Tu sais, il en sort des vertes et des pommures, Trump, là. Je veux dire, on est loin de... Écoutez, des fois, je me pose la question, cet homme-là a un talent d'humoriste. Je veux dire, j'ai l'impression des fois que il faut vraiment comprendre le deuxième et le troisième degré pour capter ce qu'il veut dire. Et j'ai l'impression des fois qu'il sait ce qu'il fait et qu'il va là et que c'est voulu. Et qui sait très bien que le fait que, justement, les choses ont changé, c'est les indécis. Ceux qui sont pro-Trump ne changeront pas d'idée. Ceux qui détestent Trump ne changeront pas d'idée non plus. Mais là, il reste les indécis. Les indécis, j'ai l'impression que plus le temps avance, plus ils ont les médias dans leur face. Je crois maintenant que si un média dit blanc, l'indécis va dire noir. Parce que les gens ne sont pas dupes. Les gens, en général, l'intelligence moyenne de la population est quand même, je crois, élevée. Malgré tout ce que je peux dire, et même au Québec, même si je dis des fois j'en veux aux Québécois, peu importe, je crois que l'intelligence moyenne de la population, on va dire américaine, et j'inclus le Canada là-dedans, on est quand même en Amérique. C'est vrai que quand on dit l'Amérique, on parle des États-Unis. Mais je crois que l'intelligence moyenne de l'humain standard américain, et même planétaire, je veux dire, c'est pas juste américain, est assez haute. Je veux dire, le QI moyen est assez haut. Donc, les gens qui ont une intelligence, disons, on va dire moyenne, on va être juste comme, disons, standard, disons-le comme ça. Je crois que ces gens-là comprennent très bien que les médias sont biaisés. Et que le fait que aucun média qui va aller sortir les bons côtés de Trump, ce fait-là démontre un biais et la personne qui a une intelligence normale, disons, ou même plus haute que ça, va comprendre que ce biais-là, moi, je vois comme il y a quelque chose qui cloche, là. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, je crois statistiquement, si un média dit blanc, la personne qui a
une certaine intelligence va dire le contraire et va aller, juste pour aller contre ces médias biaisés-là, vont aller voter Trump. Parce que c'est l'anti-establishment aussi. Il y a un lien avec tout ça. Il y a un lien entre tout ça. C'est tout linké ensemble. Donc, et j'ai l'impression que ces gens-là, c'est quand ils vont déconner. C'est le jour où ces médias vont disparaître on va arrêter d'y voir. Mais ils vont creuser leur tombe jusqu'au milieu de la terre avant qu'on les voit plus. Donc, eux, tant qu'on les enlèvera pas de la télé, même si plus personne les regarde, tant qu'on va les mettre dans un écran, ils vont continuer cette espèce de message-là. Sauf qu'aujourd'hui, ça a l'effet contraire. Non seulement ça a l'effet contraire, mais je me prends en exemple, je peux même prendre mon père en exemple, ou même, je vais penser à mon frère, parce que je parlais de moi et mon père, on n'a plus de télévision, on n'a plus de TV. On a pitché à la TV dehors. Moi, ça fait plus que 15 ans que j'ai pas de télévision. Ouais, là, il y en a qui vont dire, tu as un ordinateur. Oui, mais c'est justement, c'est que c'est moi qui va vers ce que je veux et non la télévision qui m'amène quelque chose et j'ai pas le choix de le prendre ou pas. Tu sais, dans le sens que ça multiplie mon choix de ce que je veux écouter. Et le fait que j'écoute des choses en anglais, je crois qu'au Québec, nos gouvernements qui ils détestent les gens bilingues, là. Les gouvernements québécois, qu'on les appelle nationalistes, qu'on les appelle séparatistes, peu importe, je crois que ces gens-là, dans leur combat de la langue française, ils le diront pas, mais ils détestent les gens bilingues. Parce qu'une personne bilingue peut aller plus loin que le média québécois. Comme moi, comme ce que je fais. Et ça ne veut pas dire que dans les médias anglais, quels qu'ils soient, ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours ça à gauche, là. C'est pas ça que je dis. Mais j'ai le choix d'aller vers eux ou pas, et j'ai plein de choix. Ce qui n'était pas le cas dans le temps où Internet était beaucoup moins populaire, beaucoup moins sur la sellette. C'est aussi pour ça que Trump va dans des podcasts qui durent 2h30 et parle pendant 2h30. Tu vas le voir travailler dans un McDonald's. Tu vas le voir aller dans des foules. Tu vas le voir aller parler à des gens. Et ça fait de lui une étiquette différente de ce qu'on aurait pu voir avant l'Internet. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, les podcasts dans lesquels Trump a été, il y en a plusieurs. La plupart des fois où on le voit dans un écran, c'est à travers l'Internet. Et c'est rendu que les codes d'écoute dans les places où on le voit sont beaucoup plus grandes que celles qu'il y aurait eu s'il avait été dans les médias traditionnels. Tandis qu'on va le voir Kamala Harris avec son grand sourire malhonnête, là, je m'excuse, cette femme-là. Là, il y en a qui vont dire « Ah, il est pro-Trump, je suis pas pro-Trump. » Si c'était juste de moi, Trump, je l'enlèverais de là. Hein? Fait que je suis, moi, personnellement, tanné de l'establishment. Ça, oui. Ça, par exemple, moi, je suis ce gars-là. Mais, puis je veux pas insulter les gens d'une classe d'âge plus avancée, mais moi, je suis tanné de la bonhommerie. La bonhommerie, ça veut dire des gens âgés qui sont incapables de se détacher de cette espèce de puissance-là, sont incapables de faire place à de la jeunesse qui est pleine d'énergie. J'avouerais que Trump, j'ai pas le choix de dire que pour un homme de son âge, il y en a dedans, là. Il y en a dedans, là. Il y a de l'énergie en tabarnouche parce que, honnêtement, écoutez, j'ai la moitié de son âge et je le regarde aller, je me dis, hey, je t'offrais-tu ça, moi, à l'âge que j'ai? Donc, j'ai quand même un respect pour ça, tu sais. Et Kamala Harris, on la voit nulle part. Les fois où on la voit, c'est dans les médias traditionnels et elle est pas très bonne. Elle est pas très bonne. Elle était pas très aimée au sein des démocrates non plus à une certaine époque. Ça, il y a bien des gens qui le savent pas. Beaucoup de choses que les gens savent pas côté politique. Et pour ce qui est de Kamala Harris, moi, personnellement, je trouve que c'était un très mauvais choix. Je trouve quasiment que c'est de l'auto-boycott pour les démocrates. Je pense que la pendule
mondialement parlant, en ce moment, la pendule penche beaucoup vers la droite et il y a une raison à ça. Et les médias qui sont habitués d'influencer les gens, mais là, la pendule est de l'autre bord aussi, de ce côté-là. C'est que les gens ont allumé que, hey, ces gens-là, c'est des vendus. C'est des gens les chroniqueurs, tout ça, ils signent des contrats avant d'être engagés, de dire, OK, là, t'as pas le droit d'aller. Si t'es de droite, on t'engage pas. Et de temps en temps, sur les panels, tu vas en avoir un qui est un peu de l'autre côté, là. Oh, tu sais, bon, c'est souvent 1 sur 4. Et c'est souvent, tu sais, je l'écoute là avec Patrice Roy, le panel politique. C'est des madames. C'est des madames d'un certain âge. Puis t'as Jean-François Lisée au milieu. Puis c'est rare. C'est toujours coloré d'un côté et toujours du même côté. Et c'est des. Il y a où la jeunesse? Venez pas me faire croire qu'il n'y a pas des personnes plus jeunes. Et tu sais, de la moitié de leurs âges qui ne pourraient pas faire partie de ce panel politique-là. Et là, on va me dire, ouais, mais c'est que les jeunes n'écoutent pas la télévision. Oui, mais c'est justement, c'est une roue qui tourne, c'est un cycle. C'est-à-dire que si vous voulez ramener les jeunes, les plus jeunes, et quand je parle des plus jeunes, là, on parle de 50 ans et moins, pas 20 ans. 50 ans et moins ne s'intéressent plus beaucoup à la télévision pour la raison bien précise que moi, je l'écoute sur Internet, le panel politique, et souvent, je suis comme, my God, amenez-en un jeune. Amenez-moi de la jeunesse. Vous allez en ramener des... Et il veut... Non. Donc, je souhaite pas de mal à personne, mais vous allez disparaître. Et c'est déjà presque fait. Et ça me fera pas pleurer. Je souhaite pas du mal à ces gens-là. Je pense pas que fondamentalement, ces gens-là sont méchants ou sont mal intentionnés. Mais c'est des gens qui sont pleins de mépris, quand même. Peut-être... Oui. Ah, écoute, oui. Michel Courchaine, là. Ou Françoise, comment elle s'appelle? Il y en a l'autre, là. C'est celle qui est souvent sur le même panel que Michel Courchaine, là. Elle est souvent à droite de l'écran, puis t'as Jean-François Lisée au milieu, là. Ces gens-là sont méprisants. Comment elle s'appelle? José Legault, tu sais. On a vu dans la pandémie la couleur de ces gens-là. J'ai pas beaucoup de respect pour les gens qui méprisent d'un côté ou de l'autre. T'as aussi les gens de droite qui utilisent le mauvais discours, plein de mépris. Vous gagnez rien. Vous gagnez personne, vous en perdez. Chaque fois que vous utilisez cette attitude-là, ce discours-là, vous perdez des joueurs. Mais ces gens-là sont boqués jusqu'à la moelle. Donc, le résultat de ça, c'est que Trump va gagner. Et Poilievre va gagner. Et j'oserais pas dire que Duhem au Québec, c'est sûr qu'il gagnera pas, on le sait bien, mais ça me surprendrait pas qu'il y ait un siège ou deux. Et c'est certain qu'Éric Duhem ne peut pas devenir premier ministre du Québec. Il n'y a pas l'équipe. Il n'y a pas l'équipe en arrière de lui. Tu sais, quand tu as des anciennes candidates de Love Story comme dans ton équipe, ça fait dur. Éric Duhem, d'ailleurs, j'ai déjà eu une conversation avec lui sur Internet. J'avais juste dit, Éric, tu sais, il faisait ses lives du mardi sur Internet, puis je l'écoutais, puis bon, il y avait aussi la dame qui était partie de la CAQ avec sa cigarette, puis son verre de vin, puis... l'image est très importante pour un politicien, et le charisme est très important aussi. Je trouve qu'Éric a pas beaucoup de charisme, malgré le fait que je le trouve très courageux parce qu'il rame contre le courant, parce que le courant au Québec est très, très gauchiste. Mais j'y avais juste fait le commentaire et il m'avait répondu. J'ai dit, Éric, partout où on t'entend, que ce soit quand ils le reçoivent à la télévision, ou peu importe, ou quand il fait des chroniques, pas des chroniques, mais tu sais, quand on le voit sur Internet ou quoi que ce soit, son son est dégueulasse. Dégueulasse. T'entends de l'écho, son son est pas clair, sa voix est comme doublée. Pourquoi? Parce que y a son matériel dans lequel il parle est pourri. Il va parler, exemple, dans son cellulaire ou à un moment donné, il était à la télévision, puis il était dehors, c'est plaines d'Abraham. T'entendais le vent, t'entendais rien. C'est pareil dans ses lives du mardi qu'il faisait, t'entendais pas bien. Il m'avait dit, ouais, mais c'est quoi, il m'avait répondu, c'est quoi, faut que j'utilise
Et j'y avais envoyé tout ce que ça prenait. C'est quelque chose, ça coûte 400$ et moins. Un micro, une petite carte, on appelle ça une carte audio externe. Moi, j'en ai une chez nous. C'est le Steinberg UR22 que j'ai depuis belle lurette. Tout ça avec un micro hypercardioïde et un fil. Ça se connecte en USB sur un ordinateur. Ça m'a coûté moins de 300$. Vous ne viendrez pas me faire croire qu'Éric n'a pas les moyens de se payer ça. Et ça, c'est il y a longtemps que j'avais discuté avec lui de ça. Et encore aujourd'hui, souvent, je le vois à des places en pleine télévision nationale, que ce soit Radio-Canada, que ce soit TVA, que ce soit peu importe, LCN, et son son est encore à chier. Donc ça, là, ces petits détails-là, là, ça démontre un manque... comment je dirais ça? Tu sais, c'est le côté non perfectionné. C'est des choses qui coûtent absolument rien. En 2024, s'équiper pour avoir un bon son, c'est le 1/10 du prix que ça coûtait il y a 10 ans. Donc, je comprends juste pas pourquoi j'avais même affaire. C'est certain qu'il ne me connaît pas. Il est peut-être un malade mental. J'ai dit, je vais aller te l'installer chez vous. Je vais aller te l'installer. On va faire les tests qu'il faut. C'est très, 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 très facile à installer. Avec les Windows 11, c'est rendu que tu connectes et ton ordinateur le détecte, installe les drivers, les pilotes, tout seul, et ça y va. Donc, c'est très, 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 très simple. Donc, tu te dis, cet homme-là, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, pour qui j'ai un très grand respect, mais s'il devient premier ministre du Québec, s'il n'est pas capable de s'équiper pour avoir un bon son, pour quelque chose qui prend même pas quelques heures à acheter, installer, ou tu peux te le commander sur Amazon, c'est super simple. Ça va être quoi comme premier ministre? Un homme qui va aller additionner dans son équipe des locumènes, des idiots de première. L'équipe d'Éric, c'est une risée. C'est une risée totale. Je ne fais pas confiance en son équipe. Et très honnêtement, en tant que politicien, même si je serais incapable de voter pour PSPP, je pense que j'adore l'homme. PSPP est un homme beaucoup plus charismatique qu'Éric. Il est tellement solide quand on le voit à la télévision. Et c'est de la jeunesse. Donc, moi, il y a beaucoup, beaucoup de points positifs pour PSPP. Le problème, c'est les lignes de parti. C'est le côté... c'est le côté bokeh que j'aime pas. Cette espèce de fascination, d'obsession pour la langue française, cette espèce de fermeture, les espèces d'œillères sur l'international aussi. Ce que j'aime moins de PSPP, ben, c'est des gens qui sont pour des espèces de... Eux sont pour le fait de taxer les gens, sont pour le fait d'appauvrir le peuple. Et c'est vrai que si on était capable d'avoir un pays, c'est vrai qu'on paierait plus je sais, c'est mon père qui me l'a expliqué et j'avais pas vu ce point-là. Le fait de dire que on paierait plus tout en double et on pourrait gérer l'immigration nous-mêmes. En ce moment, t'as beau voir PSPP ou même le Blanchette qui va aller faire de la pression pour réduire l'immigration. Ils ont beau faire ce qu'ils veulent, ils n'ont aucun pouvoir, et ça, je ne l'avais pas compris, et merci à mon père de me l'avoir expliqué. Il y a beaucoup de choses que les Québécois ne comprennent pas. C'est beau la lutte anti-woke, c'est beau la lutte anti-gauche, mais il faut comprendre une chose. Ces gens-là n'ont pas beaucoup de pouvoir, tu sais. Ces gens-là doivent quémander au fédéral. Donc, c'est certain que c'est certain qu'aussi longtemps qu'on va être à la merci d'Ottawa, ça va être comme ça, peu importe le parti qu'on met au pouvoir. Donc, c'est dur de trancher, puis moi, je me considère comme quelqu'un, je connais pas tant la politique que ça. Je me donne le droit quand même de m'exprimer, mais je peux pas dire que je suis un grand connaisseur de politique. On y va avec ce qu'on voit, mais le votant standard ne connaît pas tant de choses en politique que ça. Il ne comprend pas plusieurs choses que mon père m'a expliqué, puis j'ai fait « Aïe, 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 j'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas vu ça comme ça. »
le fait que non seulement on est menotté, et aussi le fait que beaucoup de gens vont s'en aller ailleurs qu'au Québec et ne se sentent pas chez eux, ne se sentent pas dans leur pays, se sentent étrangers à ce monde-là. Je comprends aussi ce point-là. Donc, c'est à prendre en considération. Donc, vous voyez, je suis capable de faire la part des choses, même si personnellement, je me demande si un référendum arrivait, j'aurais vraiment beaucoup de questions à me poser par rapport à est-ce que je vote oui ou est-ce que je vote non? Et c'est une question vraiment à se poser. Mais quand tu vois les gens, justement, les médias, je crois que malgré le fait que les médias québécois sont très, très séparatistes, très, très partisans du référendum et de la séparation en général, je pense que justement le fait que les médias influencent l'effet contraire du message qu'ils propagent, ben, ils nuisent eux-mêmes à leur propre cause. Et qui rejoignent-ils? Ils rejoignent les gens qui ne vont pas creuser plus loin que ce que les médias leur montrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, encore une fois, que si nos médias disent blanc, ça se peut très bien que le commun des mortels, ne sachant pas trop, se basant juste sur ce qu'ils voient à la télévision, vont aller voter pour le contraire du message de ces gens-là. Ils vont aller voter « Non, je ne veux pas me séparer ». Parce que c'est ça aujourd'hui les médias. Les médias font l'effet contraire de ce qu'ils veulent faire. Et on dirait qu'ils s'en rendent pas compte, à moins qu'il y ait une stratégie que je n'ai pas compris. Et ça, c'est pas juste au Québec, c'est pas juste au Canada, c'est répandu en Europe. En Europe, je pense qu'on en voit plus. On voit plus des opinions. Quand j'écoute des émissions françaises ou européennes sur un panel, par exemple, si on a un débat sur l'élection Trump-Harris, tu vas avoir sur le panel des gens qui sont du côté de Trump, du côté des républicains, et d'autres qui vont être du côté des démocrates, du côté Harris. Et les gens, j'ai remarqué en France que les deux côtés ont des maudits bons points et je ne vois pas ça au Québec. Et ça nuit à leur propre cause, à leur propre message. Donc voilà. Donc je m'en tire pas. Hein. Moi, je suis fasciné. Je suis fasciné par les médias internationalement parlant. C'est vraiment, vraiment quelque chose, moi, qui me fascine, mais plus de la même façon qu'avant. Et par rapport à la pandémie aussi. La pandémie, on a senti beaucoup, beaucoup de mépris par rapport aux gens qui se questionnaient, aux gens qui pensaient pas dans le sens de ces gens-là. On leur a tiré des roches. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? Ça fait que je suis persuadé qu'il y a des gens qui, jadis, faisaient confiance à ces gens-là, à ces médias-là, qu'un jour, on fait « il y a anguille sous roche, les amis. Il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose de louche dans l'histoire. » Et ces gens-là peuvent tourner leur fusil d'épaule. C'est ce que je pense. Et je crois que c'est un phénomène qui fait en sorte que la pendule, en ce moment, s'en va très fortement vers la droite. On peut le voir en France, on peut le voir au Québec, peut-être moins au Québec, mais on peut le voir au niveau canadien, avec Poilievre, qui assurément va prendre le pouvoir bientôt. On peut le voir aux États-Unis aussi que si j'avais à mettre 1000$ en ce moment, ce serait sur Trump. J'ai pas dit que je voterais Trump. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que si j'avais à parier, comme si je pariais, je ne suis pas un parieur, je ne suis pas un gambler, je ne suis pas un gars qui s'achète des loteries non plus, mais si on me disait, tiens, je te donne 1000, tu as le droit de le mettre sur un ou l'autre, qui va remporter la victoire? Et attention, on ne parle pas du vote populaire ici. Aux États-Unis, c'est les grands électeurs. Autrement dit, chaque État doit, c'est-à-dire que c'est des points. Un peu comme quand on joue à risque. Et ça, je le sais que le jeu risque. Ça marche par points. Si tu possèdes, je ne sais pas moi, l'Afrique, ça vaut, je ne sais pas, il me semble que c'est à 5 points. Si tu possèdes l'Amérique du Sud, c'est 3 points. Donc, c'est pour ça que aux élections contre Hillary Clinton, même si Hillary Clinton
au total, avait fait 2 millions de votes de plus que Trump, a perdu malgré ça. Pourquoi? Parce que chaque État vaut un nombre de points. C'est très simpliste ma façon de l'expliquer. Je sais que c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça. Mais reste que c'est ça. Donc, autrement dit, si Harris, dans un État X, gagne, elle va faire, mettons, OK, plus 3. C'est pour ça que quand on écoute les panels politiques, on entend souvent parler des États, les swing states, là, hein? Et il y en a 6. Je crois que la Georgie fait partie de ça. Donc, c'est dans le fond, ils pourraient juste faire l'élection dans ces 6 États-là et ça mènerait au même résultat que si on comptabilise la totalité des votes. Dans le sens où c'est ça la différence entre le vote populaire et le vote par rapport aux grands électeurs. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Donc, j'ai très hâte de quand même de suivre ça parce que ça m'intéresse. C'est quand même aussi fascinant de voir à quel point certains États clés qui, on peut voir dans les sondages que certains États clés, si on recule il y a quelques années en arrière, qui étaient démocrates, sont rendus fortement républicains. Il y a quand même quelque chose à comprendre de ça. L'anti-establishment, de plus en plus, parle fort. Les gens sont tannés de la machine. Et Kamala Harris, c'est la machine. Les démocrates, moi, je vois ça quasiment comme de l'auto-boycott. Donc oui, si j'avais 1000 pièces à mettre sur une victoire électorale, je la mettrais sur Trump. C'est à peu près certain pour moi que Trump va remporter. Je ne sens pas une grande honnêteté venant de Kamala Harris. Je ne sens pas non plus qu'elle est en possession de ses moyens. Et quand elle est entrée en poste, on ne se mentira pas, il y a eu un grand engouement. Et c'est normal. Une femme noire, ça pourrait être la première femme noire présidente des États-Unis. Mais est-ce qu'on va l'élire juste pour ça? Et je me rappelle aussi cet argument-là de dire « Ouais, mais la femme américaine, et la femme, c'est celle qui vote le plus en Amérique. » Ça, je ne le savais pas non plus, je l'ai su récemment. La femme n'ira pas voter pour un misogyne raciste qui est Trump. Hein? Il a fourré, comment elle s'appelle, la porn star, là? Stormy Daniels, etc., mais je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact, malheureusement. D'ailleurs, tu sais, Kamala Harris, j'ai vu récemment des artistes là, comme Eminem, Usher. Usher, d'ailleurs, qui a des liens avec Puff Daddy, qui a des gros problèmes en ce moment. C'était peut-être pas la meilleure idée, à mon avis, d'additionner ce genre d'artistes-là. Donc, pour appuyer la campagne des démocrates, c'est une espèce de stratégie de se dire « Ah, ceux qui aiment Eminem vont aller voter pour le ou la candidate que cet artiste-là appuie. » Pas sûr de ça. Je suis pas certain de ça. Et je pense même que les artistes, moi, si j'étais un chanteur populaire, peu importe, je fermerais ma gueule. J'irais pas me commettre. Tu sais, Bono de U2, il a souvent fait ça. Tu sais, ces artistes-là sont pas plus wise que personne parce qu'ils ont réussi en tant que musiciens. Je veux dire, je sens un mépris. Et moi, personnellement, ça me refroidit d'aller consommer leur art. C'est Taylor Swift. Tu sais, je trouve que c'est pas la place d'un chanteur, d'une chanteuse ou d'un comédien d'aller bâcher sur un, appuyer l'autre. Et je ne pense pas que ça aide le candidat en tant que tel non plus. Si c'est pas le contraire d'ailleurs, est-ce que ça pourrait pas lui nuire à Kamala Harris? Ou quand tu vois un gars comme Obama aller appuyer Harris et prendre le micro, il est-tu charismatique ce gars-là? J'ai beau critiquer Kamala Harris ou les démocrates par rapport à leur stratégie, quand je regarde
quand je regarde Obama prendre le micro, il est tellement charismatique par rapport à Kamala Harris que ça fait de l'ombre à cette femme-là. Je ne suis pas certain que Obama, quand il prend le micro pour appuyer sa candidate, je suis pas certain que ça aide à Kamala Harris, parce qu'il est 1000 fois meilleur qu'elle. Je suis certain que si Obama était à la place de Kamala Harris en ce moment, il remporte l'élection. Il ramasse Trump. Donc, c'est pour ça que quand je parle des démocrates, je me pose juste la question, on parle-tu d'auto-boycott et y a-t-il une stratégie du pendule là-dedans en se disant, regardez, on le sait qu'on s'en va dans le mur et je reviens encore au pendule, si on envoie le pendule très, 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 très fortement de droite, si on recule de 100 ans, on peut comprendre une chose. Et c'est le gars de 7 jours sur Terre. Allez voir ce podcast-là, avec Benjamin Tremblay, son nom, je crois. Il a expliqué récemment dans le podcast « Prends un break » que lui aime ça regarder plus loin que juste ce qui se passe en ce moment pour comprendre l'effet, pour comprendre le phénomène qui se passe en ce moment. C'est lui qui m'a amené cette idée-là du pendule. Allez voir, le podcast est sorti cette semaine. Pour ceux qui s'intéressent, j'adore cet homme-là. Cet homme-là explique, et c'est de la jeunesse, ce gars-là est plus jeune que moi, j'aime ça, écouter ça, parce que, OK, et c'est pas pour insulter encore une fois les gens qui sont d'un âge plus avancé, mais de regarder un gars qui est dans ma génération expliquer à sa façon comment il voit ça. Il dit en ce moment, le pendule, il est très très fortement vers la droite, mais historiquement, à chaque fois où le pendule a été fortement d'un côté, quand il revient très fortement de l'autre côté. Est-ce que les démocrates, stratégiquement, se sont dit, bon, sachant très bien qu'en ce moment, le pendule est à la droite, serait-ce une bonne stratégie peut-être de s'auto-boycotter et de l'envoyer encore plus à droite? Parce que quand il va revenir, ce pendule-là, il va être encore plus fortement à gauche, parce qu'historiquement, ce que Benjamin Tremblay a expliqué, historiquement, c'est un fait. C'est un pendule gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Aussi fortement il puisse aller à droite en ce moment, c'est très possible que dans une couple d'années, il retourne à gauche encore plus fortement à cause de ça. De cette vue-là, de cette perception-là, ce que ça voudrait peut-être dire, c'est que ça pourrait être une stratégie à plus long terme des démocrates. Le fait aussi de garder Biden en poste aussi longtemps fait que ça aussi, je vois ça un petit peu comme de l'auto-boycott. Le gars qui s'enfarge dans des escaliers, le gars qui bafouille dans son... on dirait qu'il cherche le nord dans les... C'est parce que... Tu sais, le gars, quand dans le débat contre Trump, tu dis « Hey, you, reviens avec nous, là, Biden! » Et les gens n'ont pas beaucoup de mémoire, mais reculer, l'autre élection d'avant, dans les débats Trump-Biden, Biden était beaucoup, 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 beaucoup plus présent. Il était beaucoup plus sur la coche, beaucoup plus éveillé qu'il l'était récemment de ce qu'on peut voir. Beaucoup moins perdu. Donc, moi, je ne suis pas un gars qui est conspirationniste, mais je suis très observateur et moi, je sens peut-être qu'il pourrait avoir un auto-boycott pour pousser le pendule encore plus à droite qu'il l'est. Et ça pourrait être voulu. Qui sait? Ceci dit, l'effet que ça fait, c'est exactement ça. C'est qu'en ce moment, justement, à travers le monde, le pendule, il tape quasiment dans le rouge tellement que c'est à droite. Et il y a une raison à ça. Les gens sont écœurés. Parce qu'on tape sur le petit peuple. Hein? C'est ça qui se passe en ce moment. C'est le peuple qui est cop. Et le peuple se dit, advienne que pourra. Je vais préférer aller voter pour un candidat qu'on traite de raciste, qu'on traite de misogyne, qui aurait trompé sa femme avec... cette espèce... La fraude aussi, ou même le fait aussi qu'il n'accepte pas la défaite. Il y a beaucoup, beaucoup de défauts, Trump. On est loin de la perfection. Par contre, les gens se disent à tout prix contre l'establishment, contre la machine, et additionné au fait que Trump va dans le peuple. Tu sais, il y a bien des gens que
après avoir passé à 1 millimètre de manger une balle dans la tête, il aurait pu démissionner, vous savez. Il y a beaucoup de gens que je suis pas mal certain que c'est ça qu'ils auraient fait. Je me demande si c'est pas ça que j'aurais fait moi-même. De dire, attends un peu, là. J'ai des enfants, j'ai une famille, moi j'ai une femme, je suis quand même un humain, j'ai pas envie de mourir là. C'est pas mon heure est pas venue. Malgré mon âge avancé, Trump, il a peut-être pas 80, mais d'après moi, il approche, là. Les gens vont se dire. Puis tu sais, t'as toutes sortes de réactions par rapport à ça aussi, de dire. La première réaction qu'on a entendue, c'est lui qui a tout organisé ça. Les gens. Je trouve que puis ça, ben, c'est encore là, c'est ce que les médias pitchent. Bon. Donc voilà, c'est ce que je pense. Tout ça n'est que théorique. Tout ça n'est que théorique. C'est un gars mi-quarantaine qui s'exprime avec ce qu'il voit. C'est très, très, très difficile d'aller chercher des informations neutres. J'aime beaucoup récemment voir Stéphane Bureau s'exprimer. Autant avec Dumont qu'avec d'autres. Il y a son podcast sur Internet aussi. J'aime beaucoup le voir. Lui, je le sens plus neutre que les autres. Et pourtant, il était très méprisant dans la pandémie, Bureau. Et là, aujourd'hui, Paul Larocque, c'est pas ça son nom, Paul Larocque? Paul Larocque aussi, hyper méprisant avec les coucous et les édentés, là. Ça, c'est... Et tout d'un coup, ces personnes-là, maintenant, qui ne sont plus payées par les médias traditionnels et que c'est des gens qui sont, on va dire, retraités. Bon, peut-être pas Bureau, parce qu'il travaille très, très fort, il reste en Europe, il est très, très occupé, mais Larocque a son podcast sur Internet, Stéphane Bureau a son podcast sur Internet, ils sont leurs propres patrons et ils ne doivent plus rien à personne. Et oups! Le discours a changé de bord, les amis! Oh là 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 là! Ces gens-là reçoivent sur leur podcast des gens d'extrême droite et tout d'un coup, le discours prend une autre couleur. Chose qui décrédibilise aussi les médias traditionnels, n'est-ce pas? Parce que c'est des personnes très intelligentes, je crois. Donc, ne serait-ce pas une preuve du manque de crédibilité des médias qui, à mon avis, font signer des contrats? Je finis avec une chose. Je ne sais pas c'est quoi son nom. Je ne me rappelle pas sur quel média il était non plus. C'était-tu Cube Radio? Je ne le sais plus. Le gars, récemment... ah oui, c'est au 98.5, je pense. C'est tout ça? Avec Ferrandez, puis Normando, puis tout ça. Le gars qui est arrivé et qui a dit que la Terre était plate. Oh, attends un peu. C'était tout ça qu'il a dit? Je le sais plus, mais bon. Le gars a rien fait de si grave. C'est vrai que ça peut compter comme un conspirationniste ou quoi que ce soit. Et le gars a été suspendu, aurait peut-être... J'ai vu récemment qu'il ne serait pas congédié. Bon. D'ailleurs, c'est un gars, je crois, de sport, là. Bon, OK. Moi, ce que je retiens de ça, et j'ai pas entendu ça à beaucoup de places. Moi, ce que je retiens de ça, moi, je suis un gars d'équipe dans la vie. Mais je suis un gars surtout loyal. Moi, je suis un gars loyal. Moi, touche pas à ma famille, touche pas à mon équipe. Et j'en ai compte aussi la supériorité. Donc, si je travaille en entreprise et qu'un patron va taper sur un employé parce qu'il a fait une petite gaffe ou etc., je vais être le premier à aller défendre l'employé, même s'il est dans le tort. Pourquoi? Parce que c'est ça, se tenir. Et ce qui m'a marqué, moi, de ce phénomène-là, la première réaction des gens quand on parle de ce sujet-là, c'est « Ben oui, mais franchement, c'est pas vrai que la Terre est plate. » Et moi, ma première réponse à ça, c'est pas ça le point. C'est pas la question de dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ça fait 1000 ans qu'on se fait bullshiter à la TV. Fait que ce qui est vrai ou c'est pas vrai, on ne le sait même plus. Si on se fie à ces gens-là, si on se fiait juste aux gens des médias, on serait toujours à côté de la traque. C'est pas le point de dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, ce que j'ai remarqué, parce que ça m'arrive, moi, dans mon automobile, de syntoniser ce poste de... Je crois que c'est ça, tu sais, 98.5 avec Ferrandez, bon, tout ça. Personne n'est allé à sa défense. Bande de chieux. Pas de dire, il n'a pas le droit de faire ça, ou quoi que ce soit. Personne est allé au bat pour dire, hey,
Le gars, ce qu'il a fait, c'est pas criminel. Il a pas été dire de quoi comme, mettons, moi, un homme qui viole une femme, moi, j'enverrais pas ça en prison. Moi, j'enverrais ça une couple de semaines en prison, mais c'est pas très grave. OK, c'est ça. Là, bon, OK, là, one minute. One minute, man. Là, tu dépasses la ligne. Il y a comme une ligne. Mais là, la ligne est rendue tellement sévère qu'un gars a plus le droit d'aller dire « Moi, je pense que la Terre est plate ». Et c'est lui qui va vivre avec les conséquences. Mettons qu'on l'avait laissé à la TV. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui a dit « Quelle asti de cave! Quel maudit cave d'aller dire ça! » Qui va se baser sur des théories conspirationnistes qu'il a trouvées sur Internet. Puis on peut en trouver là, de tous les sauces là, sur Internet, des conspis. Là, hein? Bon, ce gars-là a peut-être été lire des arguments un peu bidons. Il est arrivé à la TV, il était maladroit, c'était du direct. Bon. Mais moi, je reviens avec ça. Je retiens juste que personne n'est allé à sa défense. Et le fait que personne ne va à sa défense, pour moi, vous êtes une bande de chieux. Parce qu'il n'a pas dépassé la limite. Un propos conspirationniste. D'ailleurs, je l'ai écouté l'extrait, il aurait dû juste arrêter là. C'est qu'il y en a un autre qui réplique. Il y en a un autre qui dit, écoutez, il y en a qui se font un job d'aller donner des informations bidons sur Internet pour avoir des clics. Et c'est vrai. L'argument de la personne qui répond à cet homme-là dans l'émission est bon. Il aurait dû arrêter là. C'est ça qui fait un média plus neutre, je trouve. Une guerre d'arguments. Pas un parti pris. Laissez-les s'exprimer. Donc, voilà. Tu sais, il y a des sujets beaucoup. Je veux dire, moi, je trouve pas qu'une personne qui, de temps en temps, va à la télévision et sort un propos conspirationniste, moi, je trouve pas que c'est condamnable à ce point-là. D'ailleurs, finalement, il n'est pas congédié. Parce que ces médias-là, en réagissant comme ça, on dirait qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont perdu des auditeurs. Ils ont perdu des auditeurs parce qu'ils ont des grosses têtes. Ils regardent en haut, ils regardent les petits peuples de haut. Moi, personnellement, ça ne m'impressionne pas. Et c'est même pas à savoir si ce propos conspirationniste-là est vrai ou pas vrai. C'est de dire, vous lui avez tout tourné le dos. Personne, il lui a donné la main et dit hey, on va t'aider, t'es dans notre team, t'es un bon Jack. On va essayer de... Ils n'en ont pas reparlé. Ils n'en ont pas reparlé. Ils l'ont tout laissé couler. Hein? Donc, tu sais, quand je vous dis, moi, le Québécois typique, c'est ça. C'est un chieux. Le Québécois typique, c'est un chieux. C'est une personne pas courageuse, puis il peut voir son frère couler, il va le laisser couler. Voilà. Je vous remercie. C'était mon podcast d'aujourd'hui. Fallait que j'en parle. Je pensais pas faire autant de temps juste avec ça. Mais en même temps, c'est bien correct. En même temps, c'est justement, c'est ça. Moi, je le dis souvent, c'est le genre de podcast que j'aimerais écouter. De la vulnérabilité. Je ne prétends pas avoir la vérité, mais c'est ma vérité. Et elle peut changer avec le temps. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'était Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Au revoir.